L'Égypte antique, grande civilisation de l'histoire, aurait été construite par des milliers de personnes soumises au pharaon, considérées comme un dieu. Mais est-ce exact? Et si la vie des ouvriers égyptiens différait de ce qu'on vous a enseigné? Aujourd'hui, The Infographics Show nous révèle le quotidien réel d'un esclave égyptien. Beaucoup ont entendu des mythes sur l'esclavage en Égypte antique, comme l'idée que les esclaves ont construit les pyramides ou que Moïse les a libérés, avec 12 plaies terrifiantes. Mais l'histoire est en réalité plus complexe et d'une certaine façon, encore plus étrange. Elle comportait bien plus de subtilité que la traite transatlantique des esclaves, où des Africains étaient forcés à la servitude en Europe et aux Amériques. Pourtant, comme vous le verrez, elles sont en fait liées de façon inattendue. Au pays des pharaons, 3 types d'esclaves existaient. Votre qualité de vie dépendait entièrement de la catégorie à laquelle vous apparteniez. Tout d'abord, la pire forme, l'esclavage de biens meubles. C'est la forme d'esclavage que vous connaissez probablement le mieux, où les droits d'une personne sont complètement supprimés et où elle est traitée comme la propriété d'une autre. En Égypte ancienne, les esclaves de biens meubles étaient souvent des prisonniers de guerre des régions conquises, soldats ou civils. Tous ces esclaves étaient considérés comme la propriété personnelle du pharaon et étaient déplacés à travers l'Égypte partout où une main-d'œuvre supplémentaire était nécessaire. Le pharaon pouvait aussi les offrir en cadeau à des personnes importantes comme ses vizirs, conseillers politiques ou nobles de la cour. Le papyrus Harris indique que Ramsès III se vantait du nombre de personnes capturées lors de ses conquêtes, désormais forcées de servir ses caprices. J'en ai ramené en grand nombre, les mains liées derrière le dos, devant mes chevaux, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, par dizaines de milliers, marqués au fer et réduits en esclavage, tatoués de mon nom. Le roi Snéfrou est un autre pharaon connu pour avoir capturé de nombreux esclaves comme butin lors de 3 campagnes militaires en Libye, Nubie et Sinaï. Pour les dirigeants égyptiens, avoir des esclaves et être servis par eux était si courant que cela continuait après la mort. Les tombes des pharaons contenaient des poupées magiques, les Shabtis, créés à l'image de serviteurs pour les servir éternellement dans le champ de roseaux. Mais les esclaves chatels n'étaient pas seulement des prisonniers de guerre du pharaon. L'Égypte antique, parmi les plus vieilles civilisations, s'étendait sans cesse au-delà du Nil. Cela impliquait une demande continue de main-d'œuvre pour leurs projets de construction ambitieux. Pour y remédier, les pharaons fréquentaient assidûment plusieurs marchés d'esclaves méditerranéens, où l'on vendait des prisonniers politiques capturés lors de guerres étrangères. Pour les pharaons, ces personnes perdaient leur droit à l'humanité dès leur capture. Quand votre peuple vous voit comme un dieu vivant, vous pouvez quasiment tout vous permettre. Les esclaves chatels en Égypte ancienne étaient principalement des biens publics. Ils avaient le sort le plus dur de tous ceux qui étaient forcés de travailler à l'époque des rois. Non seulement ils étaient maltraités en tant qu'étrangers dans un pays très nationaliste, mais ils avaient aussi moins de moyens de rompre leur contrat. Né de parents esclaves, ton destin était fixé dès la naissance. Tu devenais automatiquement la propriété du pharaon, et tu étais mis au travail dès que tu étais assez fort pour tenir un marteau. Il n'y avait en gros qu'une seule façon pour un esclave de briser ses chaînes, à part littéralement mourir ou tenter de fuir le pays dans l'obscurité de la nuit. Et cette façon était de servir dans l'armée de l'Égypte antique, même si ce n'était certainement pas garanti. Si vous serviez avec bravoure et loyauté, vous aviez une chance d'être autorisé à retourner dans votre pays natal, une récompense pour votre service envers le pharaon. Ces prisonniers de guerre étaient le premier type d'esclaves utilisé dans l'Égypte antique, remontant à l'Ancien Empire, une période de 500 ans, entre 2613 et 2181 avant Jésus-Christ. Il existait une autre façon de devenir esclave de condition, commettre un crime suffisamment grave pour être puni par des travaux forcés. La plupart du temps, cela durait de quelques mois à quelques années. Mais en cas de faute grave, vous pouviez perdre votre liberté à vie. Les choses se compliquent un peu lorsque l'on avance jusqu'à la première période intermédiaire de l'Égypte, qui s'étend de 2181 à 2040 avant notre ère. C'était une époque chaotique. L'Égypte comprenait 2 royaumes, Ouassé en Haute-Égypte et Hetneset en Basse-Égypte. À cette époque, nous découvrons aussi la seconde forme d'esclavage, les serviteurs endettés. Des lois ont alors été instaurées pour aider à régler les dettes. Disons que vous êtes très endetté auprès d'un usurier local de l'Égypte ancienne, ou que vous avez emprunté de l'argent à un ami et que vous n'avez tout simplement pas pu le rembourser. À l'époque de l'Égypte ancienne et après, pour régler cette dette, vous pouviez vous vendre, ou vendre un proche, souvent votre femme ou vos enfants, en travail forcé. Un contrat était rédigé
et vous ou un proche deveniez serviteur de votre créancier, pour une durée convenue à l'avance, afin d'effacer complètement votre dette. D'après tout le monde, ce système est devenu assez populaire pour régler les différends liés à l'argent. Et ce n'était même pas toujours de l'argent. Un homme a été réduit en esclavage pour ne pas avoir rendu des outils en bronze empruntés. Blockbuster existerait peut-être encore s'ils avaient pris les retards de retour de disques vidéo numériques aussi au sérieux pour les punitions. Parfois, des paysans, qui autrement n'auraient pas eu l'argent pour se nourrir ou se loger, se vendaient eux-mêmes comme esclaves afin de pouvoir vivre sous le toit de leur maître et manger sa nourriture. Les protections sociales instaurées par le pharaon faisaient que, pour certains, l'esclavage en Égypte ancienne valait mieux que la pauvreté. Nous parlerons plus tard des droits et des protections des esclaves. C'est pendant le Moyen Empire de l'Égypte ancienne, de 2040 à 1782 avant notre ère, que les esclaves venus d'Asie sont devenus de plus en plus populaires à tous les niveaux de la société égyptienne. Ils travaillaient notamment comme domestiques, coiffeurs, ouvriers agricoles, cordonniers, jardiniers et tisserands. À la deuxième période intermédiaire, quelques siècles plus tard, les esclaves avaient un chemin complet vers la citoyenneté égyptienne. Selon l'égyptologue Dr André Ishfek, l'économie de l'Égypte n'a jamais été fondée sur l'esclavage, contrairement à Rome. Les travailleurs forcés formaient un groupe social hétérogène et peu uni. Et c'est un point extrêmement important à comprendre concernant la façon dont les esclaves de toutes sortes étaient perçus par les autres Égyptiens. Les esclaves n'étaient pas intrinsèquement considérés comme une sorte de caste inférieure. C'était un état temporaire que l'on pouvait rejoindre ou quitter selon les circonstances. D'après le docteur Chivek, les esclaves s'intégraient vite aux communautés où ils travaillaient et pouvaient posséder des biens personnels. Et il était même connu qu'ils épousaient des Égyptiens libres, utilisant parfois le mariage comme moyen d'obtenir entièrement leur liberté. Il n'existait pas de loi Jim Crow en Égypte. Au final, tout le monde était également inférieur par rapport au pharaon, à ses nobles et aux grands prêtres. Cela signifie que l'esclavage était généralement à petite échelle, non industrialisé. La plupart des esclaves égyptiens servaient là comme domestiques ou assistants chez des maîtres riches, artisans ou commerçants. Pas dans les grandes exploitations agricoles qui ont marqué des lieux comme la Rome antique ou le sud des États-Unis. Les signes occidentaux de l'esclavage n'apparaissent vraiment qu'à l'époque ptolémaïque, de 305 à 30 avant Jésus-Christ. À cette époque, l'Égypte, dirigée par les Grecs, adopte une vision plus hellénistique de l'esclavage. La troisième forme d'esclavage était le travail de conscription, pour le dire simplement. Pensez-y un peu comme à la conscription, mais pour toutes sortes de travaux, pas seulement le service militaire. On appelle cela un système de travail de corvée. La plupart du temps, vous vivriez simplement comme un paysan égyptien ordinaire de l'Antiquité. Si le pharaon avait un projet majeur, comme des mines, construction ou carrière, et manquait de main-d'œuvre, l'ordre passait alors dans la chaîne de commandement. Les responsables locaux sélectionnèrent leurs meilleurs hommes pour la tâche. Cela peut paraître injuste, mais si le travail était assez qualifié, vous étiez payé après. Il est difficile de dire si on peut vraiment appeler cela de l'esclavage. Les personnes enrôlées dans la corvée n'avaient pas de propriétaire spécifique. Leur travail servait simplement l'État. Cela le rapproche plus de la Russie ou de la Chine communiste que d'un système esclavagiste traditionnel. Travailler dans un temple permettait aux gens de quitter l'esclavage et de déclarer une exemption religieuse lors des appels au travail. Le passage du statut d'esclave à travailleur du temple était appelé purification. Les esclaves servaient aussi de moyen de négociation. Parfois, les esclaves châtels, ou pour dette, étaient surtout rémunérés par nourriture et logement. Ceux qui gagnaient vraiment de l'argent pouvaient économiser et parfois négocier leur libération avec leur maître. C'était rare, mais ce n'était pas totalement impossible non plus. Une autre méthode courante pour quitter la vie d'esclave dans un camp similaire à celle d'épouser un citoyen égyptien libre était d'être adopté par l'un d'eux. Cela ferait de vous un citoyen à part entière, mais on attendrait de vous que vous agissiez comme un véritable fils envers vos parents adoptifs, en les honorant de toutes les manières exigées par la société égyptienne. La majorité des transactions d'esclaves se déroulaient à huis clos, contrairement aux ventes aux enchères publiques et théâtrales observées dans l'esclavage américain. La vente d'esclaves avait lieu devant un tribunal ou des responsables locaux, avec un contrat validé. La seule personne qui pouvait contourner cela était le pharaon lui-même, qui pouvait en gros faire tout ce qu'il voulait. Il y avait peu de restrictions pour ces hommes dans la société égyptienne, mais être esclave dans l'Égypte antique n'était pas agréable. Parfois, cela pouvait être aussi effrayant que ce qu'on imagine des sombres usages historiques du travail forcé. Les esclaves tentant de fuir pouvaient être condamnés à mort s'ils étaient repris, surtout si leurs maîtres étaient peu cléments.
Si vous aviez été choisi pour le travail forcé, et que vous décidiez de vous enfuir, alors toute votre famille en souffrirait aussi. Le devoir de ce travail serait transmis à votre plus proche parent. Si le pharaon voulait agrandir son palais près d'Osiris, il l'obtenait toujours d'une façon ou d'une autre. Comme vous l'avez sûrement deviné, les esclaves irrespectueux ou refusant de travailler subissaient souvent une punition brutale. Et même si vos maîtres ne vous punissaient pas, le travail pouvait souvent être très éprouvant en soi. Il n'y avait pas d'équivalent de l'Ocha dans l'Égypte ancienne. Si vous étiez envoyé dans une carrière, dans une mine ou sur un chantier dangereux, vous ne pouviez pas compter sur l'idée de revenir sain et sauf. Cependant, ces dangers ne concernaient pas que les esclaves, et rares étaient les métiers exclusivement réservés à eux, sauf les domestiques, chez les riches. Il y a de fortes chances que dans n'importe quel travail dangereux qu'un esclave est forcé de faire, il y ait aussi un tas de travailleurs rémunérés, qui subissent exactement les mêmes dangers. Reconnaissons qu'une prime de risque vaut mieux que risquer sa vie gratuitement. L'esclavage en Égypte, ou plus précisément, la mauvaise compréhension de celui-ci, remonte au récit de Napoléon Bonaparte. Ces idées ont servi de manuel aux propriétaires et marchands d'esclaves dans le sud des États-Unis au XVIIIe et XIXe siècle. André Jackson et le chancelier Guillaume Harper étaient obsédés par l'idée que l'Amérique montante devienne une nouvelle Égypte antique, avec un commerce d'esclaves prospère soutenant l'agriculture et la construction. Ils voyaient le Mississippi comme un nouveau Nil, réputé pour la fertilité de ses terres. C'est ainsi qu'une ville du Tennessee a été nommée Memphis, en référence à celle d'Égypte. Parmi les défenseurs les plus fervents de l'esclavagisme américain, figuraient le sénateur Robert Barnwell Rhett et l'homme politique de Géorgie Thomas. R. Cobb considérait l'Égypte antique comme le modèle parfait que la nouvelle Amérique devait suivre. Une nation de rois et de hiérarchie, où les esclaves noirs étaient soumis plus d'un millénaire avant la naissance du Christ. Bien sûr, ils omettèrent un détail clé. De nombreux esclaves égyptiens étaient noirs, car les Égyptiens de la vallée du Nil étaient afro-asiatiques. L'Égypte, nation africaine précoloniale, était souvent en guerre avec ses voisins. Ces esclaves étaient noirs surtout à cause de la géographie, non des hiérarchies raciales du sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Passons maintenant à l'éléphant, ou plutôt aux pyramides, dans la pièce. Quand vous imaginez des milliers d'esclaves de l'Égypte antique, vous ne les voyez pas construire des routes ou des marchés. Ils construisent dans les pyramides de Gizeh. Mais l'ont-ils vraiment fait? Sinon, qui les a construites? La réponse courte est non, mais la longue est bien plus intéressante. Vous ne devriez pas vous sentir coupable d'avoir cru au mythe des esclaves construisant les pyramides, car il existe depuis des millénaires. Deux origines possibles incluent les écrits de l'historien grec ancien Hérodote, qui ne laissait jamais la vérité gâcher une bonne histoire. Sérieusement. Ces deux principaux surnoms, parmi les historiens contemporains, sont le père de l'histoire et le père des mensonges, ce dernier étant aussi un surnom biblique pour le diable. L'autre grande source du mythe des esclaves des pyramides est l'Ancien Testament, notamment le livre de l'Exode. Il affirmait à tort que des esclaves israélites avaient bâti les principaux monuments de l'Égypte antique, ce qui est faux. La dernière pyramide jamais construite, la pyramide d'Amos, a été achevée environ 3500 ans, avant même que les Israélites n'existent. Du moins, selon les historiens. Pensez aux pyramides, la première datant d'environ 4700 ans, soit 300 ans après Stonehenge. Et Stonehenge ressemble à un projet scolaire de dernière minute comparé aux pyramides. Ces merveilles architecturales sont si impressionnantes que certains pensent encore aujourd'hui que des extraterrestres les ont construites. Et considérez aussi le contexte de leur construction. Il s'agissait des tombes des anciens pharaons. Nous avons dit que les pharaons étaient considérés comme des incarnations divines sur Terre. Les Égyptiens croyaient que l'état du corps et les rites funéraires étaient essentiels pour atteindre l'au-delà, avec une âme intacte. Alors pourquoi le pharaon confierait-il une tâche aussi importante à quelqu'un d'autre qu'à des artisans extrêmement qualifiés et à des équipes de construction professionnelles? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Chaque projet était conçu et supervisé par des intendants du pharaon, puis réalisé par de grandes équipes de construction et de la main-d'œuvre réquisitionnée dans les villages voisins. Ces ouvriers étaient organisés en groupes de 25 000 chacun travaillant par roulement de 3 mois. Ils étaient aussi payés pour leur travail, un privilège refusé aux esclaves. Ils étaient non seulement payés, mais aussi très bien traités, ce qui est tout à fait logique. Le pharaon songeait à leur âme immortelle. Les preuves archéologiques, provenant des sites de fouilles, des pyramides, montrent que les ouvriers
étaient bien nourris, recevant des morceaux de viande de choix et des milliers de jarres de pain pour maintenir leur énergie. Ils dormaient même dans des dortoirs spécialement construits autour du site. En plus de tout cela, il aurait été considéré comme un grand honneur dans la culture égyptienne d'avoir travaillé sur la tombe d'un roi. Pour certains ouvriers, c'était même amusant. Près de la chambre funéraire de Khéops, des ouvriers ont laissé un graffiti. La bande des amis de Khéops. On dirait presque qu'il faudrait un hashtag devant. Certains avaient des surnoms encore plus colorés, comme ceux ayant aidé à bâtir la tombe du pharaon Menkaure, signant comme les ivrognes de Menkaure. L'étrangeté de l'esclavage dans l'Égypte ancienne fascine toujours, car il n'existe pas de réponse simple. À bien des égards, cela montre comment les idées sociétales autour de différents concepts changent et évoluent au fil du temps. Être esclave dans l'Égypte ancienne est une chose que vous ne souhaiteriez même pas à votre pire ennemi. Parfois, nous pouvons envier le travail garanti et la sécurité sociale dans nos vies modernes chaotiques. Être esclave en Égypte était brutal, mais ce n'était qu'un aspect d'une civilisation mystérieuse. Regardez 50 faits incroyables sur l'Égypte ancienne pour découvrir les vérités surprenantes du monde antique, ou cliquez plutôt sur cette vidéo